Le texte que vous m'avez demandé de commenter aujourd'hui est un extrait de l'acte 3, scène 6 de la pièce On ne badine pas avec l'amour, publié par Musset en 1834 dans un recueil intitulé Un spectacle dans un fauteuil. Dans cette pièce, Musset met en scène le mariage contrarié d'un homme et d'une femme, Perdiccas et Camille. Mariage prévu par leurs parents, voulu par Perdiccas mais refusé par Camille. L'intrigue de la pièce allant donc tourner autour de la réalisation potentielle de ce mariage et des choses qui vont être mises en place par les différents personnages pour le réaliser. En l'occurrence, Perdiccas va user d'une stratégie de séduction envers Camille visant à susciter sa jalousie, lui-même allant délibérément séduire Rosette, la sœur de lait de Camille, à l'endroit même où il avait donné rendez-vous à sa future épouse. Il jette dans l'eau la bague que Camille lui avait offerte, de manière à prendre au piège Camille de sa propre jalousie. Dans cette scène, c'est Camille qui a donné rendez-vous à Perdiccas avant de s'en aller au couvent pour lui dire ce qu'elle pense de son attitude. Je passe ainsi à la lecture du texte. Je voudrais qu'on me file à court. Je ne sais si c'est que j'ai une robe neuve, mais j'ai envie de m'amuser. Vous m'avez proposé d'aller au village ? Allons-y, je veux bien. Mettons-nous en bateau. J'ai envie d'aller dîner sur l'herbe ou de faire une promenade dans la forêt. Fera-t-il clair de lune ce soir ? Cela est singulier. Vous n'avez plus au doigt la bague que je vous ai donnée. Je l'ai perdue. C'est pour cela que je l'ai trouvée. Tenez, Perdiccas, la voilà. Est-ce possible ? Où l'avez-vous trouvée ? On le voit, le changement de robe induit un changement de discours de la part de Camille. En ce sens, la robe est bel et bien un accessoire en ce qu'elle permet de définir véritablement un personnage dans toute sa complexité. Nouvelle robe, nouveau discours. Ici, la mise en scène exhibe la théâtralité au service de l'intrigue amoureuse. Nous pouvons ainsi nous poser la question suivante: que révèle le théâtre sur l'amour ? Pour traiter cette question, je diviserai mon texte en 3 parties. Une première de la ligne 1 à 10 dans laquelle nous aurons l'exhibition de la mise en scène et la mise en abîme du théâtre. Une deuxième de la ligne 11 à 23 dans laquelle nous assisterons effectivement à un changement de discours de la part de Camille. Et enfin, dans une dernière partie de la ligne 24 à 28, nous aurons la révélation du stratagème de Camille. Je passe ainsi à mon commentaire. Le texte s'ouvre sur un système de conditionnel corrélé à du subjonctif qui va être justifié justement par le changement de robe. Il est intéressant de voir la prise en charge de Camille de la parole puisqu'elle est sujet, mais c'est en même temps à son sujet que l'on doit parler. Je voudrais qu'on me file à court. On peut noter aussi l'intérêt du pronom indéfini « on » qui amène Perdiccas dans la situation de n'importe quel homme, rabaissant par là même tout ce qu'il pourrait lui dire. Ce système conditionnel se redouble, je ne sais si, mais la conjonction de coordination « mais » a ici un intérêt tout particulier. En effet, il a traditionnellement une valeur d'adversatif, ce qu'il a bel et bien ici, au moins au niveau thématique. En effet, elle a une robe neuve, elle a envie de s'amuser, c'est bien l'inverse de ce qu'elle était lorsqu'elle avait sa robe de couvent. Nous avons bien une opposition. Simplement, ici, au niveau logique, on aurait plutôt affaire à un consécutif. J'ai une robe neuve, donc j'ai envie de m'amuser. En réalité, le choix de cet adversatif est plutôt le résultat de la condition. Elle est à la fois consécutif de cette condition, mais en même temps adversatif du personnage lui-même. En cela, le changement de robe représente bel et bien un changement de personnage sur la scène. Ce changement de personnage va se manifester dans la construction des verbes réfléchis. On passe de « qu'on me file à court » indéfini à « j'ai envie de m'amuser » où ici, c'est bel et bien la première personne qui est sujet. Cette progression des pronoms va se poursuivre dans la phrase suivante. Vous m'avez proposé, je veux bien y aller, mettons-nous en bateau. Ici, de la disjonction initiale du personnage masculin et du personnage féminin va naître progressivement un couple représenté par la première personne du pluriel, synthèse de la deuxième et de la première personne. Ces références faites par Camille à des éléments précédents de l'intrigue, la promenade au village, la promenade en bateau, contribuent à permettre de promouvoir sa posture de metteur en scène qui va être traduite par ailleurs par les impératifs. Allons-y, mettons-nous. Elle va ainsi mettre en scène leur rencontre
comme le montre la référence au clair de lune, qui est un topos de la rencontre amoureuse. Le constat final, vous n'avez plus au doigt la bague que je vous ai donnée, qui pourrait fonctionner comme une didascalie interne, renforçant sa posture de metteur en scène, est modalisé par l'expression « cela est singulier ». Ici, Camille mobilise le registre ironique pour souligner qu'elle ne s'est pas laissée avoir par la stratégie de Perdiccas. Les constats qui suivent, je l'ai perdu, c'est pour cela que je l'ai retrouvé, sont d'ailleurs tous les deux des mensonges, puisque les deux personnages savent pertinemment ce qui s'est passé avec la bague, Camille parce qu'elle l'a vue et Perdiccas parce qu'il sait qu'elle l'a vue. C'est lui-même qui lui avait donné rendez-vous. Et en ce sens, les questions de Perdiccas, qui manifestent une certaine forme d'incrédulité, sont tout à fait feintes. Il sait qu'elle était là, l'un comme l'autre sont en train de jouer un rôle. Au piège tendu par Perdiccas va répondre le piège tendu ici par Camille, qui va être modélisé par la phrase « Tenez Perdiccas, la voilà », où Perdiccas est comme pris au piège entre un impératif et un présentatif. Il ne peut pas échapper à la réalité. La posture de metteur en scène de Camille se poursuit avec les didascalies internes. Vous regardez si mes mains sont mouillées. Mettez cela à votre doigt. Mais de cette mise en abîme va émerger une réflexion sur la théâtralité et sur la dramaturgie, avec la locution en vérité qui s'oppose à l'illusion théâtrale et l'explication du changement de robe avec le présentatif « voilà pourquoi ». Ici, la robe, qui était un costume, devient un déguisement. Il y a une modification du personnage qui est intégrée dramaturgiquement dans le corps du texte. Je passe ainsi à la deuxième partie. La réplique de Perdiccas est intéressante puisqu'elle est révélatrice du fait que pour le coup, lui accepte l'illusion théâtrale. Dans la réplique de Perdiccas, Camille est centrale, puisqu'elle est effectivement au centre de la première phrase, en incise. Tu as retiré cette bague de l'eau, Camille, au risque de te précipiter. À la vérité mentionnée par Camille à la ligne 8 est opposé le songe interrogatif de la ligne 11. Et la didascalie interne, c'est toi qui me la mets au doigt, vient compléter la réplique de Camille en lui donnant le rôle de sujet de l'action à travers le pronom qui, Perdiccas n'en étant que l'objet à travers le pronom complément d'objet direct me. Cette action rappelant la mise en scène d'un mariage. La réplique de Perdiccas est marquée par un certain lyrisme, comme on le voit avec les exclamatives, les questions rhétoriques, ou même le choix de certains termes, le recours à la nostalgie par exemple, ce triste gage d'un bonheur qui n'est plus, les deux noms communs gage et bonheur possédant une expansion du nom soit antéposé pour gage, soit postposé pour bonheur, modélisant un chiasme, l'anneau devenant ainsi le symbole du piège, qui a été tendu par Perdiccas et qui est tendu en ce moment-là par Camille. Le choix des adjectifs coquette et imprudente soulève une interrogation quant à la perception de Camille par Perdiccas, puisque la coquetterie n'est pas spécialement une qualité. Dans le vocabulaire du XVIIe, elle désignait même, par opposition aux précieuses, les femmes qui possédaient plusieurs amants. Ce que viendrait confirmer le choix du nom commun fille, qui peut aussi bien désigner le genre que la jeune fille, c'est-à-dire la vierge, ou alors, dans certains contextes aussi, la prostituée. Ici, le trouble de Perdiccas est palpable. On le voit notamment avec le parallélisme doublé de l'antithèse. Pourquoi pars-tu ? Pourquoi restes-tu ? La multiplication des questions à valeur rhétorique. Simplement, autant les deux premières questions étaient évidemment rhétoriques, autant les 4 dernières sont de réelles questions. Il ne possède pas la réponse et c'est bien pour ça qu'il pose ces questions-là. La dernière est particulièrement intéressante en ce que par la comparaison, il va insister sur la versatilité de Camille. Simplement, comme toujours dans la pièce, le discours dépasse celui qui le prononce. Ce qui intéresse Perdiccas, c'est effectivement la versatilité, donc le fait que la pierre change de couleur, alors qu'en réalité, ce qu'il révèle dans son discours, c'est que ce n'est pas du tout un effet de la pierre, mais bien un effet du soleil, comme la pierre de cette bague, à chaque rayon du soleil. Il ne comprend pas qu'en réalité, la versatilité n'est pas le fait de Camille, mais bien son fait à lui. De là alors, Camille va essayer de le désilier, de lui révéler la réalité, cette réalité présente dans sa parole elle-même. En effet, dans sa réplique, vont se lier le champ lexical du mensonge et le champ lexical de l'éducation, comme si la versatilité des femmes était un effet de la société, comme si finalement il y avait une responsabilité masculine dans la versabilité féminine.
Il n'est pas dans la nature, ligne 20, des femmes de mentir, mais on le lui impose, elle y est forcée, ligne 21. À travers le « on » indéfini, c'est la société qui est visée, mais plus particulièrement les hommes qui la dirigent. Cette société, ainsi, va réduire les femmes à de petits êtres sans cervelle. Ils n'ont plus de nom, ils sont uniquement désignés par des périphrases. Mais cela va se retourner contre eux puisqu'il devient indiscernable le mensonge par folie ou le mensonge par nécessité. Ce paradoxe du mensonge se double alors du paradoxe du menteur. Vous voyez que je suis franche. Ici, Camille avoue son mensonge tout en disant qu'elle est forcée de mentir, posant ainsi la question du statut de son mensonge. En effet, un menteur qui dit qu'il ment, ment-il? Un menteur qui dit dire la vérité, la dit-il? On se retrouve alors à la fois dans une dénonciation à l'échelle dramaturgique, c'est-à-dire dans l'ordre du réel, et une dénonciation dramatique, l'illusion que Camille tend à Perdiccas pour le tromper. Je passe ainsi à la dernière partie. On retrouve toujours la même mécanique dans le discours de Perdiccas. Il met Camille au centre, en incise, dans sa deuxième phrase, mais il s'agit toujours d'un effet rhétorique, d'une construction langagière, comme le montrent les chiasmes emboîtés qui structurent sa réplique. Une première phrase négative, une deuxième phrase affirmative. Donc je n'entends rien qui correspond à je sais, tout cela qui correspond à voilà tout, je ne mens jamais qui correspond à je t'aime. Donc on a ici un chiasme parfait qui souligne l'aspect manipulateur de cette rhétorique amoureuse. Au chiasme de Perdiccas répond celui de Camille qui reprend ces deux propositions, je t'aime, vous m'aimez, je ne mens jamais, vous ne mentez jamais, mais en inversant leur ordre, ce qui forme du coup ce chiasme. Au piège rhétorique de Perdiccas se substitue progressivement le piège dramaturgique de Camille. Ici, sa posture de metteur en scène va se voir confirmée par la connaissance qu'elle a d'un élément que Perdiccas ne sait pas et qui sera explicité par la didascalie finale. Elle lève la tapisserie comme on lèverait un rideau de théâtre. La question ainsi fonctionne comme revendication d'aveu, aveu qui ne viendra jamais, jamais devient quelquefois, la parole amoureuse se transforme en mensonge, mensonge qui étend son soupçon sur l'intégralité du discours, puisque Rosette n'en est qu'une parmi un certain nombre d'autres potentiels. Le seul élément réel de ce passage sera ainsi l'évanouissement de Rosette, terrassé par la révélation. Que révèle le théâtre sur l'amour ? Tout d'abord, la scène met en scène un constat assez déceptif, le constat que l'amour est avant tout un mensonge. On aurait l'impression, à première lecture, que tout amour est mensonger et donc que l'amour n'existe pas. Cependant, il faut effectuer la remise en contexte dans l'action dramatique qui est faite elle-même par la scène avec les références à d'autres éléments de l'intrigue. Ainsi, cette remise en contexte permettrait de dire que l'amour pourrait fonctionner dans la mesure où il serait un mensonge auquel tout le monde consent. Et ce postulat va être représenté dans le texte par la posture de Perdiccas. Il est celui qui veut croire à l'amour, même s'il croit que l'amour est mensonger. En ce sens, la mise en abîme présente dans cette scène amènerait à penser l'amour sur le mode de la théâtralité, justement. L'amour existe en ce qu'il est une suspension consentie d'incrédulité face à l'illusion qui nous est présentée comme vraie, ce qui est finalement la définition du théâtre. On passerait ainsi d'un théâtre de l'amour à un amour théâtralisé dont le seul obstacle serait finalement le refus de l'illusion, ce qui pour le coup est représenté par la posture de Camille. De là alors, la mise en abîme va se transférer de l'amour au théâtre lui-même, puisqu'en effet, Camille est elle-même une productrice d'illusions, comme le montre notamment sa posture de metteur en scène qui va être développée tout du long de l'extrait, mais elle est une productrice d'illusions dont l'objectif serait de rétablir la justice, de la même manière que le théâtre vise à changer les mœurs. En ce sens alors, la dénonciation portée par Camille n'aura d'impact qu'à mesure que le spectateur aura adhéré à l'illusion théâtrale. Le théâtre de l'amour doit alors se faire amour de la théâtralité. En définitive, ce que le théâtre nous révèle de l'amour, c'est finalement leur extrême proximité, voire même, dans le cas de cet extrait, leur extrême porosité. Je passe ainsi à la question de grammaire. Vous m'avez demandé d'analyser l'interrogative ligne 25 et de la transposer à l'indirect.
Ici, nous sommes bien dans le cas d'une interrogative directe, comme le souligne la présence d'un point d'interrogation. Simplement, il ne s'agit pas ici de la syntaxe traditionnelle d'une interrogative directe, puisque nous n'observons aucune interversion sujet-verbe. Nous devrions ici avoir « m'aimez-vous » ou « ne mentez-vous jamais ». Cette absence d'interversion s'explique de deux manières. Première manière, par le caractère oral de la question. Nous sommes au théâtre, donc dans du discours direct pur, et cette interversion se fait rarement dans le quotidien. Deuxième explication, c'est simplement pour accentuer l'effet de répétition, puisque Camille est ici effectivement en train de répéter les paroles de Perdiccas. « Je ne mens jamais, vous ne mentez jamais, je t'aime, vous m'aimez ». Ainsi, la transposition serait-elle facilitée, puisqu'il suffirait d'élucider les référents des pronoms, vous pour Perdiccas, M' pour Camille, de passer le pronom de deuxième personne à la troisième personne, et d'introduire cette transposition par un verbe introducteur de discours, support de l'interrogation. Et on aurait donc Camille demande à Perdiccas s'il l'aime et s'il ne ment jamais. Simplement, ce serait oublier ce sur quoi porte l'interrogation. Et en effet, ce n'est pas ces parties de la réplique qui sont interrogatives, mais bien le début. Vous dites que. Et c'est là que l'on se heurte à une difficulté, c'est que en réalité, il s'agit ici déjà d'un discours indirect, puisqu'effectivement, vous m'aimez et vous ne mentez jamais sont deux propositions introduites par la conjonction de subordination que et constituent les compléments d'objet direct du verbe introducteur de parole dire. Ainsi, le problème fondamental de la question est qu'il faudrait transposer du discours indirect en discours indirect. Face à cela, nous avons deux possibilités. Soit on dit que la transposition est impossible puisque nous sommes déjà dans un cas de discours indirect, soit on opère la transposition sur la première partie de la réplique, vous dites que, ce qui donnerait par exemple Camille demande à Perdiccas de confirmer ce qu'il dit. On pourrait opter pour une dernière méthode qui serait de passer non pas à un discours indirect mais à un discours narrativisé qui permettrait de simplifier la transposition. Cette modification reposera alors sur la prise en compte du sous-entendu de la question de Camille. Camille pose la question parce qu'elle soupçonne que Perdiccas mente. Ainsi, nous pourrions transposer de la manière suivante. Camille demande à Perdiccas si ce qu'il dit est la vérité.